Donc, prise de parole de 15 minutes chacun. Et suite à ça, nous aurons les questions-réponses avec la salle. Voilà. Donc, Olivier Noblecourt, vice-président de la mairie de Grenoble et en charge du CCAS de la ville de Grenoble, qui, rappelons-le, est quand même le deuxième CCAS de France après Paris. Ensuite, Alain Bernard, donc salarié du Secours catholique national, responsable de l'économie solidaire, emploi économie solidaire. Et Elena Lassida, donc enseignante-chercheuse, si je ne me trompe pas, voilà, qui nous fait le plaisir de venir de Paris et d'être avec nous, et économiste, et qui beaucoup réfléchit sur toutes ces questions, je dirais, d'économie solidaire, et qui voilà, va contribuer. Donc, Elena, je vais vous demander de démarrer. Voilà. Donc, en nous présentant effectivement un petit peu où est-ce qu'on en est sur ces questions de pauvreté et le non-sens économique, et également, comme vous le présentez dans votre livre, en quoi cette crise, comme vous le dites, est aussi, prenons cette crise comme une chance et une possibilité pour l'avenir. Voilà. Merci, bonjour à tous. Alors voilà, moi je parle surtout de l'économie solidaire, je dirais, à partir de mon travail à l'université. Je suis responsable d'un master en économie solidaire et logique du marché à l'Institut catholique de Paris. Donc je dirais, je ne suis pas vraiment un acteur de terrain, mais je me définis un peu comme je dirais, en tant qu'éducateur et enseignant, comme un passeur entre ceux qui sont plus dans la réflexion et ceux qui sont plus dans l'action. Je pense que tous les deux sont absolument nécessaires et interdépendants. Un passeur aussi entre, parce que le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur où il y a beaucoup de jeunes qui viennent de la formation initiale, mais aussi beaucoup de professionnels qui se reconvertissent. Donc un passeur entre ces deux populations, ces deux générations. Et aussi, je dirais, un passeur entre ceux qui cherchent à articuler projet de vie et projet professionnel. Parce que je pense qu'en particulier l'économie solidaire, quand elle est choisie comme un choix professionnel, c'est parce que ça rejoint avant tout un choix de vie. Donc voilà, c'est à partir de ça, et donc je pense un peu à la différence, en tout cas d'une grande partie des gens qui sont dans la salle, que je aborde un peu et que j'interviens dans cette table ronde. Alors, et trois petites réflexions autour de la journée et du thème de la table ronde. La première, c'est par rapport au thème, au titre que vous avez donné à la journée. Et imagine l'entreprise solidaire de demain. Moi, je voulais commencer par saluer ce titre que vous avez donné, pour deux raisons. La première, parce que justement, c'est derrière de l'économie solidaire et derrière toutes ce qu'on vient d'entendre, il y a les questions de pauvreté, d'exclusion, de chômage. Mais ce n'est pas ces mots-là qui ont été mis en avant dans le titre. Et on aurait pu intituler « Lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage ». Ce n'est pas ça. Et ce que vous avez mis dans le titre de cette rencontre, c'est « Imagine l'entreprise solidaire de demain ». Donc voilà, je pense que ça peut sembler quelque chose de banal. Je pense que c'est fondamental. Et les mots que nous utilisons, quand nous nous situons face à ces problématiques, qui sont des problématiques souvent dramatiques, si on se situe justement en invitant à penser l'avenir, on se situe d'une manière où justement on sollicite la capacité créatrice et l'imagination et l'inventivité, je pense que ça change tout par rapport aux solutions qu'on peut trouver et par rapport à la manière de regarder, d'aborder ces problématiques. C'est une manière de dire ni la pauvreté, ni le chômage, ni l'exclusion sont des fatalités. Et donc ça c'est
première remarque par rapport à ce titre « Imagine l'entreprise solidaire de demain ». Et la deuxième, c'est parce que je pense que cette idée de l'imagination, de l'inventivité et de la créativité, moi je pense que c'est quelque chose qui identifie l'économie sociale et solidaire. Et on dit souvent l'économie sociale et solidaire, en plus de se mobiliser des ressources classiques de l'économie comme le travail ou le capital, et on parle souvent des ressources qu'on appelle réciprocitaires, parce que ça renvoie à réciprocité, et c'est-à-dire c'est des ressources qui n'ont pas une contrepartie monétaire, comme par exemple le bénévolat. Mais je pense qu'il y a une ressource on l'évoque pas en tant que telle, et que je pense qui est centrale et capitale dans l'économie sociale et solidaire, que c'est cette ressource de la créativité, de l'imagination, et que je pense c'est très difficile à mesurer, à quantifier, mais que je pense qu'elle est centrale. Donc voilà, ça c'était la première remarque très générale, mais en écho au titre que je pense dit déjà l'essentiel de je crois, ce que vous voulez célébrer avec cet anniversaire. Alors ensuite, deux remarques qui sont plus liées au thème de la table ronde. La pauvreté et exclusion, un non-sens économique. C'est comme ça qu'était intitulée la table ronde. Et alors, deux remarques qui peut-être sont un peu en sens inverse. Et je ne vais pas faire un exposé sur la pauvreté, ni en France, ni dans le monde. En fait, c'est premièrement parce qu'en 10 minutes, ce n'est pas possible. Mais voilà, c'est juste pour quelques échos par rapport à cette question de la pauvreté, dans le sens dont c'est dit dans le titre, c'est-à-dire la pauvreté comme quelque chose qui est du non-sens, quelque chose que je trouve est de l'ordre du scandale dans une société comme la nôtre, où on connaît un niveau de vie, de qualité de vie, un progrès qui a permis d'améliorer la qualité de vie à des niveaux inimaginables il n'y a pas très longtemps, et que dans ces sociétés, dans nos sociétés, qu'on peut dire c'est des sociétés d'opulence, on est des niveaux de pauvreté et de chômage comme celles qu'on connaît aujourd'hui, je pense que c'est de l'ordre du scandale. Donc c'est du non-sens. Je vais juste évoquer par rapport à cette situation de la pauvreté deux éléments, deux indicateurs, si vous voulez, sur lesquels me semble il faut attirer l'attention. Et la deuxième remarque par rapport à la question de la pauvreté, c'est totalement inverse. Je voudrais, même si ça peut sembler un peu peut-être provocateur, justement dire qu'il y a pour moi quelque chose de positif dans la pauvreté et l'exclusion. Et donc, voilà, proposer en fait une approche positive de ces réalités qu'en général, on les voit comme des choses profondément négatives. Alors, donc la première remarque sur la pauvreté, je voulais très rapidement évoquer deux dimensions de cette pauvreté. L'une, c'est celle qui touche plus particulièrement les jeunes. Souvent, quand on parle de l'insertion et tous les dispositifs qui existent aujourd'hui en termes d'insertion par l'activité économique, on est très sensible, par exemple, aux chômeurs de longue durée et les gens qui sont depuis très longtemps exclus du marché du travail. Et c'est vrai que c'est une réalité tragique et à laquelle il faut répondre et qui existe. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réalité des jeunes et leurs difficultés à rentrer dans le travail et leur précarité quand ils accèdent au premier poste de travail, c'est quelque chose à regarder avec attention. Et il existe beaucoup de dispositifs pour le travail des jeunes, l'accès au travail des jeunes, mais je pense que voilà, il y a aujourd'hui des réformes en cours à ce niveau-là. Il y a beaucoup de dispositifs différents et complexes. Donc, je pense que là, il y a une réflexion à avoir.
le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que le taux de chômage moyen de la population. Il y a un jeune sur 5 aujourd'hui, un jeune actif sur 5 qui est en chômage. Et je dirais il y a cette situation de chômage des jeunes est plus particulièrement grave pour les jeunes sans qualification. Il y a aujourd'hui en France un jeune sur 6 qui sort du système scolaire sans diplôme. Et vous savez que dans notre société, et surtout en France, je dirais, ne pas savoir de qualification, ne pas savoir de diplôme, c'est un handicap très important. Donc voilà, là il y a une réalité importante. La France en plus fait partie avec l'Espagne et l'Italie parmi les pays qui ont en Europe le taux le plus faible d'activité des jeunes. Donc je pense que là, il y a une question centrale, il y a une question majeure, celle de la jeunesse. Et je pense en plus que surtout les jeunes non diplômés, et quelque part, on les voit dans la société, et surtout d'une manière très négative, par ce qu'ils n'ont pas. Et ils n'ont pas d'expérience et ils n'ont pas de formation. Et je pense que là, il y a quelque chose à opérer en termes de changement de regard. Et c'est des jeunes parfois qui, justement, par la multiplicité de petits emplois, ont acquis des expériences très diverses. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces expériences que souvent ne correspondent pas aux cases de formation formelle. Donc voilà, je pense que là, il y a un défi majeur, et surtout parce que je pense que le problème de l'emploi pour les jeunes, ce n'est pas uniquement un problème des jeunes, c'est un problème de société. C'est l'avenir de la société qui est en jeu par rapport à cette question. Et l'autre élément par rapport à la pauvreté et au chômage que je voulais évoquer, c'est un indicateur dont on parle parfois quand on est dans les indicateurs justement de pauvreté et de problèmes du travail. C'est ce qu'on appelle le déclassement. Le déclassement, c'est quand entre deux générations, il y a une baisse au niveau de la position sociale. C'est par exemple quand le fils ou la fille a un travail qui est moins qualifié que celui de son père ou de sa mère. C'est le fils d'un instituteur qui est vendeur, par exemple. Alors, le déclassement, en fait, c'est aussi un indicateur qui a connu une augmentation ces dernières années en France. Et je pense que là aussi, je dirais, c'est de l'ordre du scandale. Parce que dans une société, dans un pays où la formation est très importante, où je pense qu'il y a même une survalorisation des diplômes et de la formation, de connaître une situation de déclassement, je pense que ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions à notre société. Alors ça, c'était un peu par rapport, pour aller un peu dans le sens justement du titre qui a été donné à la table ronde, la pauvreté et l'exclusion comme un non-sens économique. Et je voudrais finir avec une troisième et dernière remarque qui va un peu dans le sens contraire. Et c'est vrai que quand on parle de pauvreté et exclusion, on voit toujours ce qu'il y a de souffrance, de perte liées à ces expériences, à ces réalités. Pourtant, je pense que la pauvreté et l'exclusion, en fait, renvoient à deux choses que pour moi sont essentielles dans la vie humaine. Quand on dit pauvreté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça manque ou de l'argent, ou des connaissances, ou de la formation, enfin, il y a quelque chose qui manque. Et l'exclusion renvoie un peu à l'idée de marge. On est à la marge et on n'est pas au centre. Et alors, je pense en fait que c'est vrai que quand on est en situation de manque ou en situation de marge, et c'est en général des situations très douloureuses, voire tragiques, mais je suis convaincue que rien de nouveau peut apparaître, rien de radicalement nouveau peut apparaître quand on est dans le tout plein ou quand on est au centre. Parce que quand on est dans le tout plein ou quand on est dans le centre, ce qu'il faut, c'est surtout faire marcher la machine.
quand tout va bien, en fait, pourquoi changer? Et c'est en fait quand justement on est dans ces situations où on fait vraiment l'expérience de quelque chose qui manque, l'expérience de la limite, l'expérience de quelque chose qui dysfonctionne, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut faire autrement? Et je pense que c'est ça qui explique en grande partie la capacité de créativité de l'économie sociale et solidaire. C'est justement plein de pratiques qui ont essayé de répondre à des situations de manque, à des petits producteurs du Sud qui n'accédaient pas au marché international, aux personnes qui n'accèdent pas au crédit bancaire, aux personnes qui sont exclues du marché du travail. Et c'est en essayant de trouver des réponses innovantes et créatives que je pense on a fait beaucoup plus que pallier au problème du chômage ou au problème des exclus du commerce international ou au problème des exclus du crédit. On a inventé une autre manière de penser le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport au commerce, le rapport à la consommation. Donc voilà, je pense que là, quand on se situe face à des problèmes comme ceux de la pauvreté, de l'exclusion, je pense qu'il faut être très attentif aussi à regarder ces expériences, pas seulement comme des choses qu'il faut supprimer, supprimer la marge ou combler le manque, mais plutôt d'une manière aussi positive. Qu'est-ce que émerge, qu'est-ce qui se révèle de nouveau dans ces expériences qui sont particulières, mais qui, à mon avis, suscitent, provoquent la créativité et l'imagination d'une manière radicalement nouvelle. Donc voilà, c'est aussi pour dire, face à l'exclusion et à la pauvreté, je pense qu'il n'y a pas uniquement à chercher à les supprimer, mais que c'est des moments, c'est aussi, ça peut être des opportunités pour faire jaillir du radicalement nouveau. Voilà, merci beaucoup. Merci Elena, on reviendra avec le débat. Donc nous accueillons Daniel Demoustier qui nous a rejoint et à qui je vais passer la parole pour aussi donc reprendre ces notions de non-sens économique sur la pauvreté et l'exclusion. Oui, merci. Excusez-moi, il y a eu une petite malinterprétation des horaires de ma part. Oui, alors je vais parler en tant qu'économiste. Je suis économiste à l'IEP de Grenoble. Et les économistes, en fait, ont des rapports je dirais, très contradictoires avec la pauvreté. Pour certains, c'est un mal nécessaire. Si on est pauvre, c'est qu'on n'est pas capable d'apporter à l'activité économique ce qui lui est nécessaire. Ce qui renvoie d'ailleurs à la notion de responsabilité individuelle. Pour d'autres, c'est une transformation des modes de vie qui va conduire à changer les modes de consommation. Et par exemple, j'ai entendu un économiste dire, d'ailleurs aux coopératives, il y a un marché qui s'ouvre avec le marché de la pauvreté. Donc on a aussi ces analyses-là. Et puis, bon, il y a d'autres analyses qui montrent que la pauvreté est un coût pour la société. Bien sûr, c'est un coût pour les personnes, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est un coût pour la société. Alors, avec des coûts, à mon avis, qu'on peut étudier à 3 niveaux, des coûts directs, des coûts indirects, et ce que j'appellerais des coûts induits, des coûts plus diffus. Alors, les coûts directs, quand on en parle, c'est le plus souvent en termes de revenus distribués, coûts qui sont, qu'on dit, pesés sur les dépenses publiques. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que les chiffres, parfois, sont intéressants à connaître. Si je me trompe, l'ensemble des minima sociaux représente autour de 1% du PIB. Ça veut dire que, globalement, notre société consacre 1% de sa richesse en minima sociaux. Donc, ça ne paraît pas très abusif, même si, effectivement, l'évolution peut être dans un sens de la croissance. Les coûts directs, c'est aussi effectivement les coûts en termes de dépenses de santé, quand on sait que les pauvres se soignent plus tardivement, donc avec éventuellement des pathologies plus lourdes. Donc le manque de prévention accroît les dépenses de santé. Voilà, on peut additionner un certain nombre de coûts. D'ailleurs, les Canadiens ont fait cette analyse. Mais ils ont commencé, parce qu'ils ont fait une analyse notamment effectivement des coûts engendrés par la pauvreté qui pourraient être bien sûr évités si
il y avait plus de prévention, hein, s'il y avait plus d'intégration, hein, dans l'ensemble du monde économique. Hein. Et puis à ces coûts directs, il faut ajouter une analyse en termes de coûts indirects, hein, c'est-à-dire les manques à gagner pour la société. Hein. De quoi se prive la société quand elle laisse un certain nombre de gens sur le bord du chemin? Hein. Elle se prive de force de travail, hein. Elle se prive de dynamisme économique, notamment quand c'est les jeunes, hein, mais pas seulement. Hein. Elle se prive d'un certain nombre d'idées, d'imagination, de créativité, d'innovation, on dit ça en économie, hein, qui effectivement pourraient permettre, hein, de la dynamiser davantage. Hein. Donc là, on raisonne plutôt en manque à gagner. Puis je voudrais rajouter des coûts plus diffus qui me paraissent importants. Hein. C'est les coûts, je dirais, sur l'ensemble de la société, au sens de la perte de confiance de la société. Quand la pauvreté s'accroît, quand les inégalités s'accroissent, quand effectivement la peur du déclassement dont vous parliez tout à l'heure, hein, s'accroît, hein, la société devient plus frileuse. Hein, et on connaît les enquêtes d'opinion en France qui montrent que les Français, hein, sont craintifs par rapport à l'avenir. Même si leur situation n'est pas la plus dégradée, hein, ils sont plus craintifs que d'autres pays, d'autres populations européennes par rapport à l'avenir, ce qui leur donne des comportements aussi économiques frileux. Et on sait qu'en France, le taux d'épargne de précaution est très élevé. Les Français ont des bas de laine, il y a de l'argent en France. Il y a des bas de laine qui sont importants, hein, parce qu'on n'a pas forcément confiance en l'avenir, on a peur du lendemain, que ce soit du chômage, de la maladie, de la vieillesse, de la dépendance. Hein, et donc, hein, on met une partie de son revenu sous forme d'épargne de précaution, ce qui, d'une certaine manière, immobilise cet argent qui pourrait être réinvesti dans des activités, soutenir des projets, créer des emplois, etc. Hein. Donc, on voit que, je crois que l'analyse en termes de non-sens économique, hein, c'est une analyse multidimensionnelle. Hein. Il faut prendre les éléments directs, purement économiques, hein, mais aussi, hein, un certain nombre d'effets indirects qui globalement pèsent sur la société, hein, et qui pourraient être calculés, hein, si on avait une vision. Alors ça renvoie à un autre débat, hein, qui émerge de temps en temps puis qui redisparaît. Hein, c'est le débat sur les indicateurs de richesse, sur la mesure du bien-être, etc. Hein. On a quelques éléments un peu disparates, hein, mais la réflexion globale ne s'est pas encore faite, hein, pour qu'on puisse avoir une analyse complète, générale, hein, de ce phénomène. Hein. En sachant que, bon, ça ne suffit pas, hein, de connaître les coûts de la pauvreté pour en trouver les solutions. Hein. Parce qu'on sait très bien que les solutions ne viennent pas simplement de masses d'argent, hein, qui sont distribuées. Hein. Ça vient de processus beaucoup plus compliqués, hein, qui peuvent permettre de sortir de cette situation. Effectivement, c'est aussi intéressant d'avoir un éclairage des chiffres qui est un peu différent de ce qu'on nous présente, où effectivement la pauvreté a un coût et on peut trouver des solutions ensemble, et c'est ce qui nous semblait intéressant de repréciser. Je vais passer maintenant la parole à Olivier Noblecourt, donc dans un rôle d'élu, représentant de l'institution publique, effectivement qui aussi est en souci, ou en tous les cas comment se saisir de cette question de la pauvreté et de l'exclusion et au regard des politiques publiques. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être relativement bref sur un sujet qui pourrait appeler des développements extrêmement longs. Et je vais le faire avec beaucoup d'humilité parce qu'un élu local, forcément, sur ces questions-là, doit avoir conscience que ses moyens d'action restent limités. Pour autant, on nous a largement invités à faire place à l'audace et à l'imagination, donc je vais essayer de sortir des canons un peu traditionnels, des interventions qui exposent d'abord les faisceaux de contraintes avant de rêver des solutions. Réduire la pauvreté, je ne vais pas ici vous dire comment faire, mais si je le savais à moi tout seul, je ferais un livre, mais je voudrais vous dire comment on considère sur Grenoble
qu'on peut s'y attaquer. Il y a évidemment des enjeux de politique nationale. On a eu un débat dans notre pays important l'année dernière. Il y a des enjeux de politique fiscale, de politique familiale. Je rappelle, parce qu'il faut toujours rappeler cela, qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on est dans une période de recherche d'économie, nous avons des abattements liés au quotient familial qui bénéficient pour 50% des familles uniquement sur 10% du montant des abattements, alors que les 10% des familles les plus riches captent 42% des abattements. Et je ne parle pas de petites sommes, puisque je parle de 11 milliards d'euros d'abattements fiscaux. Quand on sait en plus que l'argument familialiste ne tient pas, puisque ce sont les familles pauvres qui tirent la démographie dans notre pays, et pas du tout les familles riches, quand on sait aussi que toute l'offre de petite enfance, de garde d'enfants gérée par le secteur public et associatif est essentiellement dirigée en direction des familles aisées. Le taux d'accueil moyen des enfants en crèche, c'est 8% en crèche collective dans notre pays. Pour les familles riches, il est supérieur à 20%. Pour les familles pauvres, il est inférieur à 2%. Donc on est dans un système aujourd'hui de politique familiale qui marche complètement à rebours et où là, il y a des marges redistributives extrêmement fortes. Il y a la question que Daniel Demoustier vient d'évoquer, qui est fondamentale, de la mobilisation de l'épargne des Français, puisque aujourd'hui, je rappelle que cette épargne, elle représente 3 fois la dette de l'État. Donc on est dans des sommes qui donnent le vertige. Aujourd'hui, il y a les enjeux d'éducation, de formation. Je ne vais pas insister là-dessus. Il y a des débats nationaux pour ce faire. Premier élément. Deuxième élément, il y a toute la problématique sur laquelle, là aussi, je vais passer très vite, ça a été dit, de la lutte contre le non-recours. Ça a été évoqué rapidement, mais j'ai eu l'occasion pour certains visages que je reconnais d'en parler longuement hier. On est dans une société de la défiance, dans une société qui a intégré un regard de responsabilisation individuelle de la pauvreté, cette société de l'égalité des chances décrite par François Dubet, qui d'une certaine manière a délégitimé la problématique de se sortir collectivement et de prendre collectivement en charge les questions de pauvreté, considérant finalement que le rôle de la société se bornait à donner à chacun les mêmes chances dans la grande compétition que devrait être la vie selon ces gens. Et donc, bien évidemment, on a derrière la peur du déclassement, plus d'ailleurs que le déclassement réel. Les dernières études, je pense au dernier bouquin d'Éric Morin, montrent que la promotion sociale reste supérieure au déclassement. Alors il y a une augmentation du déclassement, mais ça reste toujours inférieur à la promotion sociale. Et donc ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la réalité sociologique du déclassement que le fantasme qu'il véhicule au travers d'une classe moyenne qui est devenue dominante et dont la position centrale dans l'échelle sociale fait qu'ils sont excessivement préoccupés à la fois par l'envie de la promotion, mais aussi par la peur de déchoir. Et tout ça a des comportements à la fois de ségrégation spatiale, de ségrégation éducative, dont en tant qu'élu local, je pourrais vous parler abondamment, puisque Grenoble n'est pas exempte de ces types de comportements. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les publics de la pauvreté ont intériorisé très largement la culpabilité qui est la leur. On a parlé tout à l'heure du pessimisme des Français. Moi, je serais bien plus dur que cela. Lorsque le RMI a été créé, il y avait 15% des Français qui considéraient que les RMistes étaient des assistés et des fainéants. Aujourd'hui, il y a les 2 tiers des Français qui considèrent que les bénéficiaires d'allocation ne méritent pas cette allocation s'il n'y a pas une contrepartie de travail d'intérêt général. Donc, on a un regard aujourd'hui qui est devenu un regard extrêmement dur, extrêmement culpabilisant, et ce regard s'est traduit par l'instrumentalisation de la question de la fraude, qui est une question absolument marginale. Je rappelle souvent que la fraude, la France est un des pays les plus performants dans la lutte contre la fraude aujourd'hui aux prestations sociales. Sur la CNAF, c'est 0,15% des prestations. Donc il faut mesurer que c'est marginal et c'est bien plus faible que les erreurs que la CNAF commet en défaveur des allocataires. Donc on a une instrumentalisation politicienne, une question qui certes est moralement scandaleuse, personne ne peut défendre la fraude, mais qui en France est marginale. J'ajoute pour faire un peu d'humour que la France exporte aujourd'hui ses logiciels de lutte contre la fraude. Elle vendait avant son maintien de l'ordre, ses forces de maintien de l'ordre dans certains pays. Maintenant, elle exporte ses capacités à réprimer les fraudes potentielles. Tout cela est très grave, même si on peut en sourire de ci, de là, parce que ça crée des comportements, non seulement des citoyennes et des citoyens, mais aussi des professionnels, qui sont des comportements de défiance réciproque, avec une complexité accrue de toute l'offre d'accès à un certain nombre de droits sociaux, avec un non-recours qui devient dramatique. Un non-recours aux allocations, aux prestations. Prenez l'exemple du RSA. Aujourd'hui, le RSA socle, il y a un non-recours qui est de l'ordre de 30%, et le RSA activité, c'est 67%. 67% de gens qui auraient droit au RSA activité n'y ont pas recours. Aujourd'hui, l'État économise l'équivalent de 5 milliards d'euros
sur ce non-recours. Hein. Le RSA, c'est 2 milliards et 3 milliards, pardon, et le non-recours, c'est 5 milliards de dépenses qui ne sont pas effectives. Mais il y a des choses, j'ai envie de dire presque pire. L'accès à la CMU complémentaire, vous avez aujourd'hui, parmi les bénéficiaires de minima sociaux, entre 20 et 30% selon les départements, hein, ça dépend des études, d'allocataires potentiels qui ne bénéficient pas d'une couverture maladie complémentaire, etc. On pourrait multiplier les exemples. Tout ça pour dire qu'on a nécessité absolument de repenser les politiques sociales, à la fois en termes de droits et en termes d'accompagnement, pour qu'elles soient davantage inclusives, à la fois pour permettre à tous d'y avoir réellement accès, mais aussi pour que la classe moyenne fragilisée, qui vit dans la peur du déclassement, ne puisse pas développer un discours permanent, un peu Calimero, disant mais finalement le social c'est toujours pour les autres et jamais pour moi, avec ce sentiment que finalement, à force de ne s'occuper que des plus fragiles, eh bien tous ceux qui galèrent, qui bossent, qui ne s'en sortent pas, on ne vient jamais les aider. Et ce regard aujourd'hui participe d'une ambiance sociale, politique qui est extrêmement malsaine, même si j'espère que les années prochaines vont permettre d'inverser la courbe. Donc il y a nécessité de créer des nouveaux droits. Je passe très vite. J'ai cru comprendre, en regardant un petit peu de travers, que mon voisin allait évoquer un certain nombre de ces sujets. Il y a des droits liés à la santé, le bouclier sanitaire. Il y a la question des jeunes avec... moi, je m'étais battu, j'ai participé à la commission qui a rendu le livre vert sur la jeunesse pour qu'on ouvre le RSA, mais vraiment aux jeunes. Ce qui a été créé est une escroquerie totale, hein, le RSA jeune du précédent gouvernement. Ça ne marche pas, mais il faut ouvrir le RSA aux moins de 25 ans aujourd'hui parce qu'on a un grand nombre de jeunes qui stagnent dans l'attente du RSA et qu'aujourd'hui, cette absence de solvabilisation de temps de la vie de jeunes entre 20 et 25 ans ou entre 21 ans et 25 ans, hein, quand l'aide sociale à l'enfance, pour beaucoup d'entre eux, cesse l'accompagnement, cette situation est absolument intolérable. On chiffre aujourd'hui à peu près à 600 000 hein, le nombre de jeunes qui sont éloignés de toute structure d'insertion, d'accompagnement ou autre et qui sont donc sans perspective réelle. Il y a tout l'enjeu de l'accès au logement, de la précarité énergétique qui est un défi considérable. Il y a la question de l'accessibilité aux services bancaires. 5 millions de ménages aujourd'hui n'ont pas accès à un service bancaire complet. Donc le fait qu'on passe d'un microcrédit qui aujourd'hui est marginal à un microcrédit réellement accessible, notamment aux classes moyennes. Et puis, toujours dans cette perspective de lutter contre la pauvreté, il y a nécessité absolument de créer, et au niveau national et au niveau local, de nouveaux modèles. Alors, je vais là être très succinct sur l'aspect national, mais vous dire qu'au niveau local, on peut, et l'exemple des jardins de Cocagne est un exemple qui inspire tout le monde, on peut créer dans des logiques de circuits courts. Nous, on a fait des paniers solidaires à Grenoble, qui sont des paniers de fruits et légumes produits localement, vendus à 4 € pour les familles les plus pauvres, avec derrière tout un accompagnement à l'alimentation. On a créé une allocation municipale d'habitation pour les ménages pauvres qui habitent le parc privé. Je rappelle que près des 2 tiers des personnes pauvres dans notre agglomération ne sont pas dans le parc social, mais dans le parc privé, hein, et que c'est pareil dans beaucoup d'autres grandes agglomérations en France. Et pour terminer là-dessus, en réponse un petit peu ou en regard par rapport à ce que disait Jean-Guy Henkel, nous avons nécessité absolument que toute la capacité d'innovation, d'expérimentation des associations, qu'il faut sortir d'une logique de prestataire de services et les collectivités locales font, il faut les sortir de la logique du bricolage. Le mot est très sympathique parce que c'est vrai que concrètement c'est comme ça que ça se passe. On bricole, bien souvent sous la contrainte d'ailleurs. Et dire que la crise est une période de créativité, oui forcément on est bien obligé. Mais derrière ces bricolages et ces idées souvent très belles, il y a besoin d'avoir un système de captation des bonnes idées, des bonnes expérimentations, de modélisation et de déploiement. Et c'est la tentative qui avait été faite par Martin Hirsch de créer un fonds national d'expérimentation sociale, de créer des appels à projets, de mettre en place des procédures d'évaluation. On est un pays qui a très peu de procédures d'évaluation, ce qui fait que finalement, on va se retrouver avec des territoires qui les uns à côté des autres mènent des expérimentations dans les mêmes domaines sans connaître ce qui se passe ailleurs. Une épicerie solidaire va s'ouvrir à Voiron, une autre se travaille à Grenoble, etc. Et finalement, tout ça communique peu. Je parle là à une échelle territoriale réduite, mais on devrait bien évidemment être capable de mutualiser les bonnes pratiques à un échelon bien plus important. Donc j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rendre un rapport à Martin Hirsch sur l'expérimentation sociale sur les territoires et la façon de le capter. Un des grands défis demain, ça va être de rendre transférables les expérimentations sociales dans notre pays. On a été capable de créer en France des pôles de compétitivité et de diffuser des logiques d'innovation dans le champ de la recherche technologique et de la créativité économique. On doit être capable de le faire sur le champ social. Un dernier mot, si Françoise m'en donne la permission. Parce que la journée d'aujourd'hui est quand même très centrée, pas seulement sur la lutte contre la pauvreté, qui est évidemment l'enjeu central au plan sociétal pour moi, mais aussi sur toute la question d'accès à l'emploi et sur les formes d'emploi. Et là, je voudrais plaider pour 2 évolutions majeures. La première, c'est que on a laissé faire dans notre pays de ces dernières années
un affaiblissement, voire un effondrement de toutes les logiques d'accompagnement social, y compris d'insertion sociale et professionnelle. C'est d'autant plus terrible que ça s'est fait alors que certains, je pense au Grenelle de l'insertion qui s'est tenu à Grenoble et au travail de Martin Hirsch, ont cherché à améliorer ça. Le résultat des courses, c'est que ça a été pire qu'avant. Le résultat des courses, c'est que le RSA a induit un détricotage de tout un tas de dispositifs d'accompagnement locaux absolument terribles, qu'il a fallu reconstruire derrière, et bien souvent avec des contraintes très compliquées. On n'a pas le temps ici de développer tous les avanies qu'ont connues les plateformes d'orientation et toutes ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'on voit concrètement? Que nous dit le Conseil national de lutte contre l'exclusion? Que les dépenses d'allocation du RSA ont tellement augmenté que la plupart des départements de France, quasiment tous, ont diminué les dépenses d'accompagnement. Et les ont diminuées de manière massive. Et donc, alors qu'on avait un gouvernement qui plaidait contre l'assistanat, contre la logique d'allocation, et au contraire pour la mise au travail, quel a été le résultat du RSA? Eh bien, on a payé des gens dans des allocations, on les a sortis avec les schémas d'accompagnement social de tout le champ d'accompagnement vers l'emploi, alors que le RSA devait permettre aux bénéficiaires de minima sociaux d'être enfin accompagnés par Pôle emploi. Et donc, on a aggravé la cassure entre l'insertion sociale et l'insertion professionnelle au lieu de la réduire. Donc, on a aujourd'hui une problématique centrale qui est de revenir sur un modèle d'accompagnement social qui prenne en compte la globalité de la personne, qui soit une insertion sociale non normative, c'est l'expérimentation d'EPIDA, où on est capable de se donner du temps, tout simplement parce que la pente dans laquelle nous étions fait que les objectifs de résultats qui étaient donnés aux prestataires, que sont les associations, etc., en matière d'insertion, ont amené à une sélection des publics qui ont amené simplement à prendre en charge, comme je dis souvent en plaisantant, les costards cravates. C'est-à-dire quelque part, il fallait être déjà employable ou employé pour pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement vers l'emploi, les plus exclus n'étant pas évidemment intéressant, puisqu'on sait très bien que les chances d'obtenir la bonne croix dans la bonne colonne sur l'évaluation annuelle qui nous sera faite par la région, le département ou l'État sont faibles. Donc là, il faut inverser la logique et redonner une capacité à accompagner, et c'est tout le sens de cette expérimentation EPIDA, à accompagner les publics les plus en difficulté. Il y a une grande irresponsabilité ces dernières années à finalement avoir laissé complètement filer le champ des personnes les plus fragiles. Ma conclusion sera pour le coup bien plus provocatrice, parce que ce que je dis là, je pense, ne bouleverse pas ce que vous pensez dans la salle. C'est la remise en cause du modèle aujourd'hui d'emploi, et j'ai même envie de dire, pour être provocateur, du contrat de travail qu'on a dans notre pays. On a une hypocrisie terrible, et je le dis, je suis un élu socialiste, je suis un militant socialiste depuis une vingtaine d'années. Nous avons une difficulté, c'est que notre défense d'un modèle social qui attache les droits sociaux au travail, le modèle français attache les droits sociaux au travail, nous a fait construire des murailles terribles entre ceux qui bénéficient d'un travail et qui jouissent d'un modèle social extrêmement protecteur et ceux qui n'ont pas accès à ce marché du travail et qui sont totalement relégués, ce qu'on appelle les insiders et les outsiders. Et donc, d'une certaine manière, on a sacrifié à la protection de ceux qui étaient déjà protégés la capacité à s'insérer des plus fragiles. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Que fait-on? Alors, certains disent qu'il faut tout flexibiliser. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ce pourquoi je plaide. Mais entre la sécurité sociale professionnelle, telle qu'elle est portée par les syndicats, notamment la CGT, c'est-à-dire un droit permanent à de la formation, à de l'accompagnement, et donc en effet l'acceptation qu'on a des carrières qui ne sont plus complètes avec un seul employeur, qu'on a des temps de travail et des temps de formation, qu'on a un rythme de vie lié à l'emploi, avec y compris une durée d'emploi dans la vie active, une durée de la vie active qui s'allonge dans la vie tout court. Ce type de modèle-là, d'autres appellent ça la flexi-sécurité, mon sentiment, mais je dis ça pour ouvrir le débat, c'est qu'on n'y coupera pas. On ne pourra pas continuer à considérer que nous devons avoir un nombre de plus en plus restreint de salariés en CDI surprotégés qui bénéficient de tous les droits sociaux et que de l'autre côté, nous avons des gens qui galèrent. Je rappelle que 70% des embauches dans notre pays se font en intérim ou en contrat à durée déterminée et qu'avec des gens qui, eux, ne bénéficient pas de ces droits. Donc ça pose des questions immenses, le modèle de protection de financement de la protection sociale, la capacité à garantir un accompagnement réel et une formation réelle, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est facile de le décréter. La réalité, c'est que l'accès à la formation est très difficile pour un certain nombre de personnes en recherche, mais on voit bien qu'on a atteint les limites d'un modèle aujourd'hui qui finalement a aggravé le fossé entre cette population active dont certains parmi nous tiennent absolument, et j'en fais partie, à ce qu'elle reste protégée, mais en même temps pas au détriment des plus exclus qui, eux, se retrouvent devant la Grande Muraille de Chine. Donc s'il y a un modèle à imaginer, c'est celui-là. Un dernier mot, je dis toujours un dernier mot d'ailleurs. Oui, excusez-moi, c'est un travers, parce que je ne voulais pas l'oublier, j'ai oublié un élément que je voulais donner. C'est qu'il y a aussi des modèles de consommation vertueux à imaginer. On parle de l'entreprise, on parle de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont une
l'action de social business, de fondations, etc. Il y a d'ailleurs une grande hypocrisie entre nous, acteurs sociaux, sur ce sujet, puisque la plupart des grandes associations du secteur social sont financées par des fondations dont je tairai le nom, parce que tous ces mots-là nous font horreur. Coca-Cola, Sanofi, tout ce qu'on veut. Bon. Donc l'argent privé, il arrive aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un modèle à l'anglo-saxonne où le secteur privé fait du charity business et donc donne au gré du choix de ses conseils d'administration? Alors une année ce sera un club de foot, une autre ce sera une association sociale, une autre année ce sera l'acquisition d'un beau tableau dans un musée. Donc on est sur de la volatilité, sur des stratégies d'entreprise. Le social n'a pas à se mêler à ça. Ou est-ce qu'on essaie de construire avec des entreprises des modèles économiques qui permettent l'accès à certains produits de première nécessité pour des populations? C'est le travail qui est entrepris actuellement par Martin Hirsch avec un certain nombre d'entreprises. Je pense notamment aux lunetiers, je pense aux laits maternisés et je pense, je ne sais plus, il y a encore un troisième exemple, des produits de première nécessité pour construire des modèles économiques qu'on appelle ni profit ni perte. L'entreprise fabrique, elle vend sans gagner d'argent, mais sans en perdre, donc elle vend. Et l'enjeu, c'est que non seulement le producteur renonce au profit, mais que le distributeur y renonce aussi. En l'occurrence, des grandes surfaces, du commerce de détail, etc. Et ça, c'est une voie réellement d'avenir, me semble-t-il, à laquelle on doit réfléchir, parce qu'elle permet de mettre au travail ensemble des acteurs sociaux et des acteurs économiques. Elle permet de ne pas bouleverser un modèle économique de l'entreprise qui est basé sur la nécessité d'avoir un produit compétitif, etc. Et en même temps, elle donne accès à une population à un tarif normal. Je termine là-dessus. Est-ce que vous trouvez cohérent que dans notre pays aujourd'hui, la boîte de lait maternisé de 500 grammes, c'est à peu près 14-15 € aujourd'hui. Donc on est sur des coûts délirants. Aujourd'hui, il a été calculé qu'une femme seule au RSA avec un enfant au bas âge, elle consacre en moyenne 80 € par mois à acheter du lait maternisé. Si elle fait le choix, et c'est bien sa liberté, de ne pas allaiter. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les prestations sociales financent 80 € de lait maternisé par mois pour ces femmes, dont la moitié sont du profit pur pour les boîtes qui les fabriquent. Donc aujourd'hui, les prestations sociales engraissent les grands groupes industriels pour 50% de ces 80 € par mois. Ça, c'est inacceptable. Parce que soit on a un modèle sans fin où on considère que ces prix-là augmentant en permanence, il faut sans cesse augmenter le niveau des prestations. Je ne vais pas dire qu'ils sont suffisants aujourd'hui. Soit on considère que sur un certain nombre de produits de première nécessité, eh bien, nous devons soit convaincre, soit contraindre les entreprises à proposer un autre modèle de production qui soit en capacité d'abattre les marges et de produire, encore une fois, sans profit ni perte. Voilà quelques pistes. Certaines peuvent faire polémique, mais je crois que c'est le bon moment pour les évoquer. Voilà, donc, je passais le micro à Alain Bernard, Secours catholique, sur un témoignage aussi direct de ce que vivent les populations que nous rencontrons. Et nous terminerons la table ronde avant de vous passer la parole par une petite présence de Nicole Hirsch, qui n'a pas pu être physiquement présente avec nous, quelqu'un qui est en retraite mais qui a travaillé au ministère de la Cohésion sociale depuis longtemps et qui tenait absolument aussi à traduire sa présence. Donc Jean-Guy viendra nous rejoindre après pour nous faire part du témoignage et de la parole de Nicole, avant qu'on puisse avoir un échange questions-réponses. Bien, bonjour à tous. Mon intervention va faire écho, ça ne va pas vous surprendre avec tout ce qu'on entend depuis ce matin. Quand je regardais pour préparer cette intervention, ce qu'est la pauvreté aujourd'hui, j'ai pris deux supports. Le Secours catholique va sortir dans les semaines qui viennent son nouveau rapport statistique qui va en fait traduire les 10 années passées. Donc c'est le premier support dont je me suis inspiré. Le deuxième, c'est l'intervention de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, devant le Conseil national de lutte contre l'exclusion il y a une dizaine de jours. Et on voit que les recoupements, malheureusement les recoupements qui montrent que la pauvreté en France, en 10 ans, n'a pas diminué, mais qu'elle s'est installée et peut-être de manière durable. Donc là, c'est vraiment des points d'inquiétude. Je prendrai juste un exemple. Quand on voit, nous, dans les familles que nous accompagnons, qu'elles commencent le début de mois avec des ressources négatives, on ne voit pas comment il marche. Si on peut juste monter, pas trop vite. Ça, par contre, ça sera plus dur. Est-ce que c'est bon? Voilà. Quand on voit donc les familles que nous accompagnons, qu'elles commencent le début de mois avec des ressources négatives et que quand elles ont accès à l'endettement, c'est justement pour pallier les problèmes des imprévus et le problème des charges courantes, c'est évident qu'on va beaucoup parler, j'espère, de surendettement, pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir. On voit bien qu'il y a un surendettement contraint et que la pauvreté, elle est fortement installée dans notre société. 3 petites choses sur la pauvreté. Olivier Noblecourt en a
dit deux qui sont essentiels. Le non-recours, donc je n'irai pas plus loin, c'est un des drames que nous rencontrons. La deuxième chose, c'est effectivement qu'être pauvre aujourd'hui devient suspect. C'est clair que le regard de la société sur la pauvreté est terrible et il a en effet un impact négatif. Moi, je le vois dans les équipes du Secours catholique au niveau du bénévolat, de la perte de confiance, de la perte de morale des bénévoles. On a mis en place un observatoire du moral des accompagnateurs et les indicateurs sont malheureusement négatifs dans ce secteur. La troisième chose, c'est qu'il y a une vraie transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Les équipes du secours reçoivent parfois des jeunes dont c'est la 3e ou la 4e génération qui a vécu la pauvreté au niveau familial. Donc la reproduction sociale de Bourdieu, elle se retrouve aussi au niveau de la pauvreté. Donc là, c'était, je dirais, en fond de tableau, mais je n'irai pas au-delà, parce qu'on n'a pas le temps. Je reviens à la table ronde, pauvreté et exclusion, non-sens économique, quelle perspective. On a entendu François Soulages, vous êtes intervenu Daniel aussi pour montrer cette aberration économique. Donc je ne veux pas aller plus loin. J'aurais tendance à dire, non seulement c'est une aberration économique, c'est un non-sens économique, mais c'est aussi un non-sens moral et un non-sens éthique. Je reprends, François Soulages ne l'a pas dit en tant que tel, les mots, le vocabulaire du Secours catholique sur notre vision de société, c'est 4 lignes. Nous voulons une économie équitable dans le partage des richesses. Un travail décent pour tous, ce qui constitue bien une liberté fondamentale. Un travail qui soit réellement un chemin d'humanisation permettant de reconnaître la contribution de chacun à la société. Je crois que tous les mots de François Soulages étaient dans ce sens-là. La place, prendre sa place dans la société. Alors, je reviens là aussi au titre de la journée, cette fois, imagine l'entreprise solidaire de demain. Le triptyque cher à Jean-Guy Henkel, nous le partageons bien évidemment. Oui, la solidarité nationale doit être renforcée. Oui, les pouvoirs publics de l'État, la collectivité territoriale doivent prendre toute leur place. Bien sûr, les entreprises. Sur la responsabilité sociale des entreprises, elle est évidente. Mais attention aux effets d'aubaine. Nous l'avons pointé très clairement dans le cadre du Grenelle de l'insertion. Si nous n'avons pas une batterie d'indicateurs mesurant réellement l'inclusion durable dans l'emploi des personnes qui sont dans des parcours d'insertion, nous risquons effectivement de rester que sur des effets d'aubaine. Je suis un peu négatif en le disant, c'est pour forcer sûrement le trait. Et puis notre rôle d'association d'entrepreneurs sociaux, ces corps intermédiaires qui sont essentiels, je crois que ça sera un des points forts de la journée. Là aussi, un point de vigilance, c'est celui de l'instrumentalisation. Nous ne sommes pas des simples opérateurs. Il y a une capacité à notre niveau d'anticipation, de proposition. Et il faudra être vigilant pour pas qu'on enferme les acteurs que nous sommes justement en simples opérateurs, en simples instruments d'une politique quelle qu'elle soit. Alors il y a d'autres points qu'il faut creuser. Je ne reprendrai pas tout, vous en avez cité quelques-uns. J'aurais tendance à dire, il y en a deux, je rajouterai volontairement, c'est une cohésion sur les procédures au niveau du FSL. Une harmonisation au niveau des territoires régionaux, ce n'est pas le cas. Il y a une iniquité dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est un peu un clin d'œil par rapport à votre député, aux députés de circonscription, il y a besoin d'un bouclier énergétique. On le voit très bien, nous, au niveau des familles qui sont accompagnées, c'est un des vrais problèmes. En parallèle à tout cela, là aussi, des mots qui ont déjà été employés, plus en termes d'approche de pratique. Bien sûr, il faut savoir sortir du cadre et créer des partenariats, des alliances. Jean-Guy a repris ce terme tout à l'heure. Bien sûr, il faut travailler en proximité. Bien sûr, l'accompagnement adapté, là aussi, c'est tous des mots que nous avons entendus dans la matinée. Je rajouterais volontairement une volonté farouche à sortir du cadre des procédures. On parlera d'EPIDA, on voit que EPIDA peut s'enfermer dans certaines procédures de l'administration, pour parler clair. Il faut savoir sortir du cadre. Et de la même façon, il y a un effort permanent de simplification dans les dispositifs. Là-dessus, il y a une incompréhension des acteurs parce qu'on surrajoute un certain nombre de choses qui vont complexifier tous ces points. Autre point qui est fondamental dans cette lutte de la pauvreté et dans cette facilité sur une meilleure inclusion sociale et professionnelle, c'est la nécessité de l'anticipation
de l'alerte et de la prévention. Il y a des situations, des personnes, des familles, des ménages qui dévissent à un moment donné parce qu'on a été en incapacité d'alerter et d'anticiper. Le on étant l'ensemble dans la chaîne des acteurs, qu'on soit une collectivité, qu'on soit des représentants des pouvoirs publics, qu'on soit une association, qu'on soit un bailleur d'office d'HLM, qu'on soit un acteur économique, on ne dialogue pas de manière horizontale et on n'a pas cette capacité justement d'arrêter la chute et la spirale. Dans les points qui sont aussi à noter, ça a été dit tout à l'heure sur l'identification à la fois des réels besoins des personnes, mais aussi le nombre de personnes, d'emplois, c'était José Arias, je crois qu'il le disait tout à l'heure, qui ne trouvent pas preneur. Ça veut dire qu'on n'a pas fait cette adéquation entre les besoins du marché et les besoins des personnes. Et quand on dit besoin des personnes, c'est aussi, vous l'avez bien entendu dans les propos du président du Secours catholique, la capacité à répondre aux besoins. Un point aussi plus resserré, on l'a entendu dans la proposition, dans un certain nombre d'interventions ce matin, sur les sorties positives. Donc là, c'est vraiment en direction des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Ne nous laissons pas enfermer dans ce seul critère des sorties positives, parce qu'il est fondamentalement réducteur pour les personnes qui sont dans les situations que nous connaissons, dont l'emploi s'était éloigné d'elles, et plutôt qu'elles qui se sont éloignées de l'emploi. Parce qu'on sait effectivement que c'est les plus fragiles qui vont subir cette contrainte des sorties positives. Autre point sur l'expérimentation. Vous avez vu tout à l'heure dans le film qui présentait Epida, c'était, je pense, sur un des sites de Triandine, on voyait l'arrosoir, et à un moment donné, c'était marqué « élection et après ». Je ne sais pas si vous avez fait attention, je pense que ce n'était pas neutre dans les personnes qui ont fait le film. J'aurais tendance à dire expérimentation et après. Vous êtes plusieurs à intervenir pour dire que c'était un point essentiel. Epida est une expérimentation. Vous avez aussi entendu ce que disait Elena sur les marges. Il faut à la fois que nous ne restions pas dans l'expérimentation, sinon on ne se donne pas les moyens d'asseoir durablement les préconisations d'Epida, par exemple, on n'aura pas avancé beaucoup. Donc ça veut dire effectivement, et c'est le cas, ça sera le cas, même si on a encore à travailler, qu'il faut qu'il y ait une évaluation précise. On ne peut pas appeler à ce que les entreprises aient des indicateurs, qu'on évalue leur travail d'inclusion professionnelle dans les entreprises, sans que nous-mêmes, praticiens, on n'évalue pas ou on ne fasse pas évaluer nos propres démarches. Donc oui, bien sûr, il faut asseoir dans la durée et dans le temps les résultats des expérimentations, mais toujours aller chercher, je reviens aux marges, les nouvelles marges, parce qu'il y aura toujours des nouvelles marges qui vont se créer. Alors, et ça sera la conclusion, on voit bien de quoi il s'agit ici, sur l'apprentissage de la citoyenneté, sur l'engagement des personnes, sur le fait qu'effectivement elles puissent devenir des citoyens plus éclairés pour prendre les choix qui sont les leurs. Tout ça, c'est le bien commun. François Soulage a dit tout à l'heure que c'est vraiment un des points, c'était je crois son point de conclusion, sur la fabrication de ressources. Et oui, il nous faut fabriquer de la richesse. Oui, on a à produire de la richesse, mais cette production de la richesse n'aura de sens que si elle est fondamentalement liée à une production de sens. Donc je crois que là-dessus, je ne veux pas aller plus loin, on pourra échanger après, mais conduire la production de richesse avec la production de sens, c'est effectivement donner le moyen de chacun que chacun trouve sa place dans la société. Voilà, merci. Avant de lire le texte, il faut que je vous raconte quand même une anecdote, parce que c'est quand même un raccourci. Je parlais de 30 ans tout à l'heure. La première fois que j'ai rencontré Nicole Hirsch, elle a deux particularités, Nicole Hirsch. Elle a connu je ne sais pas combien de ministres aux affaires sociales. Ça a changé plusieurs fois de nom. Enfin, en tous les cas, depuis entre 75 et 80, je ne me souviens plus exactement, ça a toujours été notre interlocutrice. Je n'ai pas toujours compris comment elle faisait pour obtenir et faire passer nos dossiers, mais en tous les cas, pour nous et pour moi, elle représente beaucoup plus que tous les ministres que j'ai pu y voir passer. Et la première rencontre que j'ai faite avec Nicole Hirsch, je lui dois bien ça aujourd'hui, on l'a séquestrée. C'était à Nancy, dans un congrès. On avait un problème avec ce qu'on appelait les centres d'adaptation à la vie active à l'époque, dont elle s'occupait.
Elle nous a dit « Passez me voir à Paris ». On a dit « On ne passera pas te voir à Paris, on est à Nancy, on règle le problème là ». Elle a loupé son train, elle a passé la nuit à l'hôtel, donc je tiens à m'excuser de cette violence-là. Enfin, c'est pour ça que je lui dois bien de lire son texte aujourd'hui. Alors, bonjour. C'est elle qui parle là. Hein. On a en point commun, on a mal peigné les deux. Voilà. Elle le sait. Des contraintes m'empêchent malheureusement d'être parmi vous demain et j'en suis profondément désolé. Je tiens tout particulièrement à saluer oh, j'ai eu du mal, l'engagement, la capacité d'initiative et d'innovation, la ténacité et la force de conviction dont fait preuve l'association Solidaction et son responsable Alain Poncet et son équipe pour construire et développer au fil des ans, 10 ans déjà, des réponses toujours plus adaptées aux besoins des personnes les plus fragilisées. Je salue également chaleureusement l'équipe de l'expérimentation EPIDA et les chantiers expérimentateurs qui doivent participer à cet événement. Il y a des fautes de frappe, excusez-moi. Le soutien et l'accompagnement de cette expérimentation nationale sont essentiels pour la Direction générale de la cohésion sociale et s'inscrivent pleinement dans ses missions de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'innovation et à l'expérimentation sociale. Les questions soulevées par EPIDA constituent des enjeux majeurs pour l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Quelle durée des parcours d'insertion? Quel rôle pour les SIALE? Aller au-delà du SAS pour certaines personnes? Selon quel modèle économique? Comment valoriser les acquis professionnels et sociaux des personnes et l'utilité sociale des structures? Quelle mobilisation des entreprises et des acteurs du territoire? L'expérimentation est sur les rails après un démarrage un peu difficile, mais elle est déjà riche d'enseignements sur l'effectivité de l'accès des personnes les plus en difficulté aux dispositifs publics. Elle a mis en exergue les risques d'éviction des publics les plus en difficulté, ainsi que le turnover sur les contrats aidés. Quelques mots sur la table ronde. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion est un impératif de cohésion sociale. La France s'est dotée d'objectifs chiffrés de lutte contre la pauvreté qui ne seront pas atteints. Réduction d'un tiers de la pauvreté par une période de 5 ans. La pauvreté s'aggrave. Les derniers chiffres de l'INSEE l'attestent et touche plus particulièrement certaines catégories de la population. Familles monoparentales, familles nombreuses, jeunes, personnes isolées, immigrés. Elle s'intensifie également et la situation des personnes pauvres se détériore. La période est particulièrement difficile. Crise économique de grande ampleur et qui dure, aggravation du chômage et contraintes budgétaires importantes qui pèsent sur tous les pays d'Europe. Les grands outils de la politique publique, s'ils ont réussi à amortir la crise économique, sont insuffisants pour sortir les personnes de la pauvreté. L'effet redistributif du système fiscal tend à diminuer depuis 20 ans. Le non-recours aux droits, pour des raisons diverses, est important et le niveau des revenus de remplacement est très éloigné du seuil de pauvreté. Les travaux de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en France ont montré que le besoin ne réside pas tant dans la création de nouveaux droits sociaux que dans l'accès effectif aux droits existants. Elle cite EPIDA sur les contrats aidés. La dégradation et la situation des personnes amènent à s'interroger sur les dispositifs de lutte contre l'exclusion existants et ou leur mise en œuvre. Une prise en compte des causes et une expertise des évolutions possibles sont incontournables. En particulier pour remettre en marche les mécanismes redistributifs, protection sociale et fiscalité, et favoriser l'accès aux droits communs et spécifiques. Simplification, réactivité, automaticité, non-stigmatisation. 3 petits points. Le caractère multifacteur des phénomènes de précarité, pauvreté et exclusion nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes. État, collectivités territoriales, acteurs sociaux, organismes de protection sociale, associations de solidarité et d'insertion, ainsi que des entreprises et des partenaires sociaux. Pour être efficace, la lutte contre la précarité et l'exclusion doit s'inscrire dans une stratégie gouvernementale forte.
responsabilisant les différents ministres concernés sur des objectifs à la fois stratégiques et opérationnels de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle doit également s'inscrire dans le renouvellement des relations avec les collectivités territoriales et associer à son élaboration et à sa mise en œuvre les acteurs de la société civile et les personnes en situation de pauvreté. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, a reçu le CNLE, Conseil national de lutte contre les exclusions, auquel tu faisais référence, je crois, la semaine dernière. C'est un signe politique fort de la volonté du gouvernement de placer la solidarité au cœur des politiques publiques et de l'inscrire dans la durée. Plan pluriannuel à 5 ans demandé par les associations. Il a été demandé aux ministres d'intégrer systématiquement les enjeux de l'insertion sociale dans leurs domaines respectifs. Des annonces ont été faites concernant un plan d'urgence aux sans-abri doté de 50 millions d'euros, qui ne se substitue en aucun cas au travail sur l'accès prioritaire au logement, à la prévention des expulsions et à la coordination des acteurs. Une conférence contre la pauvreté et l'exclusion se tiendra le 10 et 11 décembre prochain, organisée autour de 7 ateliers, présidée par les ministres les plus concernés par la thématique choisie. Elle débouchera sur les grandes lignes du plan pluriannuel. Ces ateliers seront préparés par des groupes de travail pilotés par des personnalités qualifiées. L'atelier dédié aux questions d'emploi sera présidé par les ministres Michel Sapin et Thierry Repentin et les groupes de travail pilotés par Jean-Baptiste Defoucauld et Catherine Barbarou. 2 IGAS sont mis à disposition pour appuyer les travaux de la conférence. Imaginer l'entreprise doit s'inscrire dans cette perspective. Il est important de donner du contenu, de la chair à des propositions qui s'inscrivent résolument dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion dans les politiques de développement. Je regrette vraiment de ne pas être parmi vous pour participer aux ateliers. Je ne lirai pas la suite puisqu'elle fait référence à une personne qui devait la représenter mais qui n'est pas là. Donc, repartirai enrichi des propositions qui vont émerger. Je vous souhaite des travaux riches et fructueux qui permettront, j'en suis sûr, d'alimenter les groupes de travail ateliers de la conférence en décembre.